Ouais, alors donc bah écoute, voilà, ouais, on est là pour parler du CAFFest, CAFFest ou CAFFest, je sais pas comment on le dit exactement, mais Les le deux. truc intéressant, c'est que j'ai découvert que déjà c'est votre septième édition hein, quand même, ça fait déjà quelques années que tu as commencé à lancer tout ça. Et alors c'est une histoire un peu extraordinaire parce que tout a commencé, je crois, dans ton jardin. Tout Alors à quand j'ai fait. lu ça, je me suis dit, waouh, un festival dans le jardin, c'est quand même pas mal, c'est une bonne idée, parce que je crois que c'est un des premiers festivals, sinon le seul, que j'ai vu débuter dans un jardin. Comment ça s'est passé? C'est quoi cette histoire incroyable? Alors, en gros, en 2016, je faisais partie d'un petit groupe de métal amateur parisienne, en lieu parisienne. Donc, on faisait pas mal de petites salles, etc. Tu sais que c'est des salles avec une capacité de entre 100, 200, voire 300 personnes grand max, quoi. Ouais, Et c'est des salles qui sont à chaque fois payantes. Y a pas, enfin, c'est dur à remplir, c'est une logistique, etc. Donc, c'est pas forcément évident quand on veut se lancer et tout. Et on avait rencontré beaucoup de groupes amateurs dans ce milieu-là. Et on s'était dit, mais les gars, venez, on le fait en fait. Donc, en 2016, j'avais 19 ans. Et ouais, l'idée, c'était de faire ça dans mon jardin, parce que j'ai un jardin qui est assez grand en banlieue parisienne, donc terminus, enfin, sur le RER A, quoi. Et en gros, le jardin, il avait la capacité, il était plus grand qu'une petite salle de Paris, quoi. Donc on s'est dit, vas-y, on crée une scène. Donc on a mis des parpaings, des estrades qu'on a d'accord. emprunté à mon collège de quand j'étais môme, qu'on est parti récupérer et tout. On a acheté des bières qu'on a mis dans un frigo et on a vendu des bières, on a vendu des hot dogs maison, etc. Et en fait, Ouais, on a kiffé. On a vraiment kiffé. Il y avait 150 personnes en 2016 et on a adoré l'expérience. Donc, au fur et à ouais, mesure, j'ai pris tous mes potes de lycée, puis les potes de la fac et les potes de potes et ainsi de suite. Et on a créé le CAFES, donc qui s'est passé pendant 4 ans dans la maison, donc c'est-à-dire dans la maison de mes parents de 2016 à 2019, 4 éditions. La quatrième année, on avait fait un peu plus de 400 personnes qui commençaient à être huge. Et on s'est dit, bon, bah, ouais, les gars, on ne peut plus faire 400 personnes dans un jardin. Même la ville nous disait, c'est pas possible. Donc, il fallait qu'on change de lieu. Et on voulait garder l'esprit convivial. On voulait garder l'esprit très camaraderie, bon enfant du CAFest, le côté homemade, quoi. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on soit entouré par des murs. Il faut qu'il y ait un peu cette esthétique, cet esprit, etc. Donc, il ne fallait pas des lieux trop modernes. Il ne fallait pas des champs qui n'ont pas cet esprit, cette âme, ce côté ouais, bucolique. Et on s'est retrouvé à chercher des châteaux. Et donc, on a cherché des châteaux pendant un an. En 2020, il y a la mairie de Gisors qui nous contacte, qui avait vu passer le dossier en préfecture et qui nous dit, bon, bah les gars, nous, le projet, il nous intéresse. Le maire de Gisors écoutait pas mal de métal à l'époque et c'est vraiment lui qui nous a repérés. Et il ouais. nous a dit, venez à Gisors, moi, je vous aide, on vous met le château à disposition et vous faites ça chez nous. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Gisors. Ouais, c'est assez incroyable comme histoire parce que finalement, comment ça se passait avec les parents et les voisins? Tu me dis, il y avait tes parents qui étaient là aussi pendant le festival. Je Ouais, suppose que ça durait une soirée, hein. c'était Ouais, samedi seulement, ouais, tout à fait. ouais, C'était une grosse soirée qui finissait à minuit, minuit 30, comme ça les gens rentraient avec les derniers trains. Mes parents étaient là, ils ont même aidé à l'accueil artiste, etc. Et ils m'aident encore aujourd'hui. Ma mère, elle gère le cashless et mon père, il est en accueil artiste. Donc les ouais. deux, et ma petite sœur aussi, elle est là. Donc vraiment, c'est C'est en famille. ouais, en famille et en amis famille, quoi. Parce que Ouais. mes amis qui participent au café, que ce soit les cofondateurs ou même maintenant tous les responsables, c'est des gens que je connais depuis presque 10 ans, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, vous Et- êtes tous bénévoles. C'est ça, c'est oui, bien ça. oui. Ouais, ouais, Ouais. ouais. C'est une équipe de bénévoles. Alors moi, je me suis professionnalisé, je suis devenu chargé de production par la suite. Mais quand j'ai commencé ça, je faisais de la physique-chimie, rien à voir. Et en fait, ça m'a donné goût et j'ai commencé à bosser dans l'événementiel, mais en freelance. Le CAFest, c'est pas mon, comment dire, c'est pas ce qui me permet de vivre. Ce qui me permet de vivre, Ouais. c'est de faire ça pour d'autres gens. D'accord. Donc en fait, donc il y a eu ces premières éditions chez toi. Après, vous avez trouvé ce fameux château. Donc c'est la troisième édition. Là, c'est dans le département, dans le 27. Donc Ouais. vous avez fait un bond prodigieux, région parisienne et 27. Ça a été facile, toute la logistique a changé vraiment de lieu. Là, je suppose que chez toi, tu maîtrisais tout. Évidemment, c'était plus simple. De là, c'était vraiment un vrai Ouais. festival, c'est-à-dire avec une structure, etc. Je suppose qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements là. Alors, autant te dire que, à mes yeux, c'est pas la septième édition du Café, c'est la troisième qu'on fait en 2024. Parce que Ouais, le Café dans le jardin, ça fait partie de l'histoire du projet, mais c'est un peu la version bêta, quoi. C'était ouais. le prendre goût à ça, mais c'était pas l'organisation d'un événement. Il n'y avait pas la camping, il n'y avait pas de Hmm. dossier de sécurité à rendre à la sous-préfecture, il n'y avait pas
comment dire, de gestion avec une scène qui implique une installation faite par des professionnels et ainsi de suite, tu vois. Ouais. C'était vraiment pas, et c'était pas des artistes internationaux non plus, donc il n'y avait pas toute la logistique des bookings d'hôtels et des machins et des trucs. Donc en fait, on a vraiment notre première vraie édition de festival, c'était en 2022. Et il faut savoir qu'en 2022, c'était notre première édition après 2 ans d'inactivité, étant donné qu'il y a eu le Covid. Donc Ouais. dernière année dans le château, dans la maison, pardon, en 2019. 2020-2021, les 2 années sautent à cause du Covid. On arrive en 2022, on n'a rien fait depuis 2 ans. Et on est censé passer d'un format un jour, 400 personnes en région parisienne, à 2 jours, 800 personnes minimum pour être solvable, Ouais. dans un château à Gisors. Ouais, je suppose que ça a été. Je suppose qu'il y a dû y avoir un travail monumental derrière d'organisation, avec, tu parlais, oui, justement, de toutes les autorisations. Et aussi, je suppose que tu as découvert comment travailler avec des groupes étrangers, par exemple. Je suppose que c'est pas du tout la même chose qu'en France. Bon, on sait que la plupart des groupes français sont malheureusement pas professionnels et sont plutôt amateurs. Tous travaillent les trois quarts. Et donc, comment ça s'est passé justement de gérer avec certains groupes internationaux, ce qui fait que ça change tout. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est que c'est de moins en moins vrai le fait que les groupes français sont semi-amateurs. Nous, on a la chance au CAFES d'avoir quand même beaucoup de groupes français qui commencent, enfin qui commencent pas d'ailleurs, ils sont installés depuis longtemps, mais qui ont une vraie carrière internationale. Je pense Ouais, notamment, en 2022, on a fait jouer Landmarks, mine de rien, ouais, qui aujourd'hui remplit l'Olympia, si je dis pas de bêtises. Et qui sont main stage Hellfest sur des horaires quand même plutôt pas mal. On a fait venir comment il s'appelle, Novelist aussi, on les fait revenir ouais, cette année. Donc ouais, on parle quand même de groupes qui ont l'habitude de la tournée, qui sont pros, qui sont bien ancrés, etc. La vraie différence entre les groupes français et les groupes anglais, c'est l'interlocuteur, dans le sens où les groupes anglais, tu es obligé de passer par les bookers. Alors en France aussi, mais les bookers, on les connaît un peu plus. Il y a des gens avec qui on bosse depuis maintenant 3 ans. Je pense notamment à Opus Live ou à Very Show, tu vois, qui sont ouais, ouais, ou ouais, même Rage Tour, par exemple, tu vois, qui sont des gros bookers en France. Et eux, on a l'habitude de bosser avec eux, ils nous font confiance, donc c'est plus simple. Dès que tu vas chercher des groupes internationaux qui n'ont pas vraiment d'antenne en France, et ben là, ça devient un peu plus complexe parce qu'ils ne savent pas qui on est, ils ne savent pas tout à fait dans quoi ils s'engagent, et c'est là où l'enjeu il est un peu différent. Mais il n'est pas tant sur comment dire, le côté sérieux ou pas, parce que nous, typiquement, on préfère de très loin bosser avec les bookers français, étant donné ouais, qu'on les connaît et qu'on sait que c'est stable. Et même s'ils nous proposent des groupes internationaux, je prends l'exemple de Frowns, par exemple, qui vient cette année et qu'on a obtenu grâce à Opus Live, ouais, le déroulé, c'est facile, quoi. Même ouais. Pliny, il est chez Verichaud. Et du coup, on bosse avec Verichaud directement. Il y a des petits trucs à gérer, mais on discute quand même entre gens qui connaissent le festival. Leur équipe est venue sur place. On a l'occasion de discuter. Et c'est vraiment cordial et professionnel, quoi. Alors là, il y a en fait donc tu me disais en fait pour toi c'est vraiment c'est la septième édition, mais en fait c'est la troisième édition puisque là il y a vraiment une coupure par rapport aux quatre premières. Là, ça va durer 3 jours, hein, le 21, Ouais. 22 et 23 juin. Donc pas mal, hein, 3 jours, c'est à peu près la moyenne de tous les grands festivals. Qu'est-ce qui a changé? Quel a été le challenge justement cette année pour ce festival? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus par rapport à ces 3 années d'expérience sur celui-là, ces 2 années Alors, d'expérience? du coup, le challenge qu'on s'est apporté cette année, c'est que on fait la fête de la musique en partenariat avec la ville, et pas Ouais, que la ville, hein, parce qu'il y a le département qui y participe, il y a Leader, qui est un fonds d'aide européen qui nous aide à acheter pas mal de matériel et nous structurer dans l'année, etc. Mais bref, cette année, c'est la première fois qu'on est subventionné et qu'on a pour challenge, parce qu'on a toujours été autofinancé, et qu'on a pour challenge de faire une journée complètement gratuite. Donc le vendredi 21 juin, l'entrée est gratuite. d'accord. Donc ça, c'est le petit plus du festival en fait. Alors, c'est un petit plus comme ça pour les festivaliers parce qu'ils se disent, bon, on économise 30 balles, ok. Mais pour nous, c'est un gros plus parce que ça nous permet de, comment dire, de rentrer on a toujours été en bon terme, mais on va dire en partenariat d'autant plus solide avec les acteurs locaux parce qu'en faisant une journée gratuite, le jour de la fête de la musique, eh ben, ça nous permet d'aller parler à un public local, de faire découvrir le métal à des gens qui ne le connaissent pas forcément. Et Ouais, en termes de déjà de sécurité, de gestion de stock, etc., tu sais pas qui tu vas avoir. Donc tu sais pas si les gens ils vont rester 2 heures, s'ils vont rester 1 heure, s'ils vont rester toute la soirée. Donc s'ils font que des turnovers et qu'il y a au total 4000 personnes qui passent, mais que ça tourne
et ben, nos stocks, c'est pas la même chose, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui varient, donc il y a un vrai challenge là-dessus. Et enfin, il y a le fait qu'on ne va pas être face au public métal habituel. On va être face à un public normand qui va découvrir cette scène. C'est pour ça qu'on a fait exprès vendredi d'avoir des groupes qui sont, on va dire, plus accessibles, je trouve, en termes de programmation, que ce soit Psycup, Novelli, Stockman ou Storm Orchestra, les 4 gros groupes, on va dire, de la journée. Ces 4 groupes qui sont dans les univers hard rock et métal, mais du métal accessible, très moderne, très propre, etc. Et donc, ouais, le challenge, c'est ça. C'est proposer quelque chose de plus grand public, tout en restant fidèle à nos racines et à ce qu'on kiffe, quoi. Oui, parce que j'ai vu aussi, vous aviez un côté très familial. Je crois qu'il y a pour les enfants, et à toute une organisation aussi autour de ça, ce qui fait que forcément, ça peut attirer un nouveau public complètement différent, qui est pas forcément fan de métal à la base, mais en tout cas qui peut aimer un ou deux groupes comme ça. Ça, c'est important justement de développer ce côté-là aussi. Alors, c'est important sur plusieurs aspects. Le numéro un, c'est vraiment le numéro un, c'est pas une blague. C'est que, en fait, moi, j'ai découvert le métal seul, dans le sens où ma famille n'en a jamais écouté, mes parents sont pas du tout là-dedans, enfin, vraiment, c'est pas le délire. Et j'ai commencé via les jeux vidéo et j'ai commencé à faire des festivals très, très jeunes. Et en fait, je trouve que c'est un bête de milieu, mais qui est pas assez inclusif, dans le sens où toutes les personnes qui n'écoutent pas de métal à qui j'en ai fait écouter, et de manière intelligente en choisissant un peu les artistes, etc., et ben, ils finissent par kiffer. Et je pense que c'est un Mhm. style qui malheureusement, et suite enfin, ça date quand même, jouit d'une image pas ouf, et une image qui est en train, grâce au Hellfest, grâce à des trucs qui sont entrepris, genre l'Expo à la Philharmonie de Paris, ou grâce au métal moderne en France qui va chercher des codes dans l'univers du rap ou dans l'univers de l'électro, ou ainsi de suite. En fait, grâce à ça, je trouve que on a une scène qui est de plus en plus accessible, aussi bien sur le plan musical que sur le plan humain, et nous, on veut contribuer à ça. Et la manière dont on a de contribuer à ça, c'est d'offrir une expérience qui n'est pas que musicale pendant le CAFest, parce qu'en effet, on met un mot d'ordre à ce qui est autre chose que de la musique, c'est-à-dire qu'il y a des chevaliers qui vont faire des jeux à plusieurs, il y a une cracheuse de feu qui fait un spectacle, il y a de l'hypnose, il y a de la magie, bref, il y a tout un village avec des artisans et des tatoueurs, du body paint, un barbershop. Enfin bref, il y a des tas de trucs à faire. Et entre chacun des changements de plateau, parce qu'on n'a qu'une seule scène, il y a à peu près 20 à 30 minutes entre les changements de plateau, et bah, on permet aux gens de se balader et de faire d'autres choses que de prendre du son et juste de se rencontrer et de kiffer. Et je pense que ça joue à ce que, comme tu l'as dit, un public plus familial ou moins habitué à la scène rock et metal puisse également apprécier ce genre de moments et le charme que nos festivals ont, c'est-à-dire un côté ultra humain, bon enfant, pour le coup, je ne retrouve quasiment que dans le public métal, quoi. Est-ce que déjà, est-ce que vous êtes nombreux à travailler sur le festival, enfin sur les dernières éditions? Est-ce que tu as dû, je suppose, peut-être augmenter, enfin demander de l'aide à d'autres bénévoles? Ça se passe comment ça, à ce niveau-là? Alors, nous, on a une politique de recrutement qui est très particulière, c'est qu'on recrute que vraiment par lien d'amitié. Donc oui, notre équipe a grossi, mais je connais chacun des staffs. Ils sont tous venus au moins chez moi une fois faire un barbecue, une petite bouffe, un truc dans le genre pour se rencontrer entre eux. On fait très Ouais. souvent des AG, des rendez-vous où bah, dès qu'on recrute quelqu'un, on veut qu'il y ait cette ambiance familiale et conviviale. En fait, nos valeurs, c'est ça. Nos valeurs, c'est garder cet esprit familial du début, de l'époque du jardin. Et pour garder ça, bah, on s'efforce de ne pas grossir notre équipe trop vite. On s'efforce de ne pas faire grossir notre événement trop vite aussi. On y va pas à pas, à chaque fois en augmentant très légèrement la jauge, mais pas énorme. Et comme ça, grâce à ça, on arrive à avoir un process de recrutement qui fait qu'on n'a que des gens qu'on apprécie, avec qui on passe un vrai bon moment. Parce que nous, on ne passe pas que 3 jours à bosser ensemble. Il y a le Mhm. montage, il y a le démontage, il y a les semaines d'avant, etc. Donc c'est très important de recruter doucement. Et aujourd'hui, dans l'assaut, on est à peu près 70 personnes. 70 personnes, ce qui est quand même pas mal vous arrivez quand même à faire maintenant, vous attirez à peu près 1500 personnes, hein, je crois. C'est Ouais, à peu c'est près un la objectif jauge. pour ça. Ouais. Ça, justement, tu me parlais de partenaires financiers. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as envie de développer? Comment vous fonctionnez au niveau du financement? Est-ce que je suppose qu'il faut arriver à un équilibre, en tout cas pour pas perdre trop d'argent. Est-ce que vous arrivez à en gagner pour développer pour les années d'après? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, on va pas se mentir, un festival, ça coûte très cher. Moi, je suis très honnête avec les chiffres, mais cette année, on estime les coûts du festival aux alentours des 200 000 euros. Ouais. Après, il y a les surprises, les machins, on ne sait jamais précisément à combien ça va être, mais c'est autour des 200 000 euros. Donc oui, oui, évidemment que c'est important d'avoir des partenaires financiers et des gens qui nous accompagnent. Nous, on a toujours été autoproduits.
depuis maintenant 7 ans, du coup, que ce soit dans le jardin ou 2022 et 2023, c'était 100% autoproduit. 2022, on a perdu des sous, on a perdu 4 000 euros. Et 2023, on les a remboursés, on a fait un peu de trésorerie qui nous a permis en 2024 de rebondir et de proposer un truc un peu plus grand. Dans l'idée, moi, je veux que le modèle économique soit viable, dans le sens où certes, on est là pour kiffer, et bon, on n'est pas forcément, on est tous bénévoles, mais on n'est pas là pour perdre de l'argent non plus. J'ai pas envie de me retrouver dans la merde chaque année parce que j'ai investi 10 000 euros dans un festival. Ouais. Donc l'idée, c'est quand même que le festival fonctionne, qu'on puisse investir chaque année pour grossir doucement. Et c'est pas forcément grossir en termes de jauge, mais c'est grossir en termes de qualité. Amener des groupes qui sont plus importants, amener de la décoration, amener un service qui est en fait meilleur. C'est ça l'objectif, c'est d'augmenter notre service. Donc, oui, évidemment que si on a des partenaires financiers, on les prend. Que ce soit des marques qui veulent participer, que ce soit des aides régionaux, locaux, les subventions. Là, cette année, grâce à la Fête de la musique, ils nous aident beaucoup et c'est vraiment top. Ouais, il n'y a pas de mal à aller chercher, surtout en France, on a la chance d'avoir un système qui permet de protéger la culture et tout, d'aller chercher ces aides-là, ouais. Est-ce que comment ça se passe justement au niveau de la sélection des groupes? Il y en a beaucoup, beaucoup, hein, on le sait. Donc forcément, je suppose aussi, c'est forcément aussi les groupes qui font de la promotion, qui sortent l'album et c'est leur année de tournée. Comment ça se passe? Comment tu choisis toi les groupes qui vont finalement être à l'affiche? Alors, il y a 10 000 critères, mais on va dire que c'est principalement autour de, à la fois, en effet, les disponibilités. Moi, en gros, ce que je vais dire, c'est que je vais aller contacter mes bookers. Je vais commencer par mes têtes d'affiche avant de commencer par les petits groupes, parce que mes têtes d'affiche représentent 75% de mon budget artiste. Et donc, une Ouais. fois que je les ai bookés, eux, je peux savoir ce que je peux mettre dans d'autres groupes ou pas. Donc, une fois que j'ai booké mes têtes d'affiche, je parle vraiment des 9 groupes les plus, ou allez, des 6 groupes les plus gros, quoi. Une fois que eux, c'est fait, je m'attaque au reste. Eux, comment je fais? J'envoie des offres à des bookers, style Opus, Very Show, Rage Tour et compagnie. Je leur dis voilà ce que j'ai, ce que j'aimerais avoir dans votre roster. J'énumère tous les groupes que eux ont en mode tiens, je peux avoir l'info pour ça, 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 ça. Eux, ils me répondent les prix et les dispos, tout Ouais. simplement. Et après, on négocie. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont très exigeants? Est-ce que tu es confronté à des groupes très exigeants, je veux dire, qui Très ou demandent, pro? où ça se passe très très bien et c'est pas compliqué, où il y a des groupes qui sont vraiment, on va dire, pointus, qui demandent certaines conditions pour jouer? Bien sûr qu'il y a des groupes pointus, bien sûr qu'il y a des groupes un peu plus chill. Chez les groupes pro, on va dire, chez les têtes d'affiche, ils ont une tendance quand même à être bien encadrés. Et s'ils sont exigeants, c'est justifié. Typiquement, ils ont une exigence technique, dans le sens où Ouais. ils vont dire nous, on veut telle batterie, tel machin, tel truc, parce que c'est justifié. C'est leur son, c'est leur musique, c'est ce qu'ils représentent. Donc, ils sont obligés d'être exigeants là-dessus. On n'a pas d'exigence démesurée en mode on veut 12 hôtels 5 étoiles, machin, etc. Personne, enfin, en tout cas, nous, on ne l'a pas vécu. Et on a la chance d'avoir des gens qui sont pros, qui demandent des exigences, mais qui sont des exigences justifiées et qui nous demandent à nous d'être plus professionnels. Donc, c'est tout à fait normal. Le seul truc qui nous est déjà arrivé, mais c'est très rare, c'est des groupes semi-pro, on va dire, qui commencent un petit peu à sortir de la scène amateur et qui, du coup, ne sont pas encore complètement calibrés à la réalité du marché vis-à-vis des gros groupes, entre guillemets, Ouais. donc typiquement, je peux avoir des offres pour des groupes qui sont, on va dire, intermédiaires, qui équivalent à des offres de groupes plus avancés ou plus gros, tu vois. Et donc, ça, c'est difficile de leur dire, bah non, les gars, je ne peux pas vous donner 4 000 euros, parce que pour 4 000 euros, j'ai un tel qui est plus gros, tu vois. Mmh. Mais c'est plus de la maladresse que des exigences en mode star. Ça, je ne l'ai jamais vécu personnellement. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, bon, je suppose que sur toutes ces années quand même que tu as vécu sur l'organisation du festival, quels sont les meilleurs moments que tu as passés? Est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont vraiment épaté? Là, je parle sur scène où tu t'es pris vraiment, tu t'es dit waouh, t'as vécu un grand moment. Et déjà, est-ce que tu as le temps en tant qu'organisateur de vivre quelques moments comme ça? Ou alors tu étais toujours le portable à l'oreille et tu cours Alors, partout? je cours partout, mais j'ai le temps, dans le sens où j'essaie de consacrer, on va dire, 10 à 15 minutes par groupe. Voilà. Donc, je vois 10 à 15 minutes de set des groupes Ouais. et je me prends des grosses claques. Typiquement, un très bon souvenir que j'ai, c'est Diablo Swing Orchestra. J'étais très content de les faire revenir en France, parce que ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient très attendus. Moi, je les écoutais à l'époque du lycée. Donc, Diablo Swing, ça a été pour moi
une vraie claque, mais plus, on va dire, à la fois sur le plan musical, évidemment, mais également d'honneur de un peu les faire rejouer. Idem pour Miraf, parce que je suis tunisien d'origine, donc les faire jouer dans le château et tout, ça avait une valeur sentimentale pour moi qui était très très forte. Et sur le plan purement technique, on va dire, que ce soit Landmarks ou 1056, je me suis pris une branlée monumentale de spectateurs où j'étais vraiment dans le pit à fond, etc. Et après, sinon, mon plus beau moment pendant le festival, en vrai de vrai, vu qu'en effet, on bosse, etc., donc les groupes, on n'en profite pas comme tout le monde, le moment le plus beau, c'est à la fin du samedi de la première édition au château, donc le 2022. À la fin du samedi, on se dit, OK, on l'a fait. Le samedi, c'est clôturé. Il y a eu des tas de trucs. On a eu tellement de retard. On a dû faire sauter un groupe, le groupe de clôture et tout. Mais les festivaliers étaient contents et on était, nous, mais remplis d'une énergie de OK, on a fait le gros bond. On a fait de 800 personnes. Le Ouais. festival se passe bien. Les gens sont contents. Et là, j'en ai pleuré de bonheur parce que j'étais entouré de toutes mes potes, de ma famille. Et c'était vraiment un très, très beau moment, je pense. Est-ce que, justement, bon, tu me parlais de ce nouveau, festival qui va durer sur 3 jours, donc qui va être très important avec, Psych Up Novelist, tu m'en parlais, Storm Orchestra. Est-ce que, quel est l'objectif pour les années futures? Est-ce que tu as envie de te développer plus? Je suppose. Est-ce que tu as un objectif en tête? Moi, je pense à Ben Barbeau qui a commencé avec il y a très longtemps, mais un petit festival. D'ailleurs, ça s'était pas très bien passé. Enfin, un petit, hein, Euh, je suis gentil. Mais toi, quel est ton objectif finalement? on n'a pas l'objectif d'être le quatrième Hellfest, parce que devant nous, déjà, il y a le Hellfest, le plein air, le Ouais, motocultor, et ainsi de suite. Donc, même si on grossit, on n'a pas pour objectif de concurrencer avec les festivals qui font du volume. Nous, notre objectif, c'est de créer un truc un peu déjà à taille humaine, parce qu'on n'a pas envie de grossir notre équipe. Je ne sais pas combien il y a de bénévoles au Hellfest, mais c'est sûr que Bernard Barbeau, il ne connaît pas tout le monde, tu vois. ouais, Moi, je veux connaître chacun de mes bénévoles et chacun de mon équipe. Donc, ça déjà, à partir de ça, ça fait que mon équipe, elle est limitée à une centaine de personnes maximum, parce que je ne pourrais jamais connaître 2000 bénévoles, tu vois. mmh, Donc, si on limite la taille de l'équipe à 100 personnes, on limite la taille de l'événement à 3500, 4000 personnes. Là où on pourrait évoluer, déjà, c'est quand on remplira le château à 100%, ça sera déjà beau, ça sera déjà vraiment stylé. Et une fois que cette étape-là, elle sera franchie, donc c'est-à-dire qu'on aura rempli le château de Gisors à fond, on va rester sur le château de Gisors, parce qu'on adore le lieu, avec la ville, ça se fait super bien, etc. C'est vraiment magique. Par contre, dans l'idée, j'adorerais faire une tournée des châteaux de France, c'est-à-dire organiser 2 ou 3 CAFES dans l'année, dans chaque grande région, avec toujours un château, toujours un endroit iconique, faire bouger mon équipe, garder la même équipe qui est l'équipe de Normandie, enfin de Paris, région parisienne et Normandie, et aller, je sais pas moi, à Avignon, qui est une grosse ville culturelle avec beaucoup de châteaux forts, etc., et faire un truc là-bas en septembre, par exemple, tu vois. Et ça serait le rêve absolu. alors justement, comment ça se passe? Parce que toi, tu es parisien, donc finalement, tu as trouvé un lieu d'accueil en Normandie. Ça a été compliqué de trouver, un lieu d'accueil pour monter un festival et comment ça se passe, finalement, les Parisiens qui arrivent en Normandie? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation? Alors, il faut savoir que le château de Gisors, il a la chance d'être dans l'Eure, qui est une branche de la Normandie collée à l'Île-de-France. Et en fait, Gisors, c'est la ville la plus collée à l'Île-de-France. Et Ça ils aide. sont terminus de la ligne J. C'est-à-dire que depuis Saint-Lazare, avec ton passe Navigo, tu peux aller à Gisors. D'accord. Ça, c'est très Donc, pratique. ah bah ça, c'est ultra pratique. Et du coup, les Parisiens, ils n'étaient pas très dépaysés. Autant te dire qu'on a même plus de Parisiens que de Normands. L'objectif, c'est de changer. L'objectif, enfin de changer, non, on accueillera toujours nos amis parisiens. Mais l'objectif, c'est d'ouvrir la scène justement à un public local et au public normand. À la fois parce que bah, ça fait partie du jeu, entre guillemets, avec la ville qui nous soutient, qui nous aide, etc. Eux, ils font ça pour leur région et pour leur département. Et donc, nous, on veut jouer le jeu avec eux. Et aussi parce que bah, c'est cool. En Normandie, il n'y a pas d'autres festivals de métal et tout. Et c'est une belle région. Donc, nous, on aime bien contribuer à ça. Donc non, 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 il n'y a pas d'enjeu à ce que le public parisien se déplace et il n'y a pas eu de problème parce que c'est comme tu l'as dit, déjà il y a un camping, donc les gens dorment sur place, et ensuite bah, c'est à 1 heure de Paris en voiture et en transport. Donc il n'y a vraiment pas d'enjeu là-dessus. Nous, comment on est rentré en contact avec le château? Bah, vu que c'est à 1 heure de Paris, j'ai cherché tout simplement tous les châteaux et tous les lieux un peu de charme capables d'accueillir ce genre d'événement à 1 heure de chez moi, et je Ouais. suis tombé là-dessus. Donc ça, finalement, ça a été plutôt simple. Bah, Euh, alors simple, je sais pas, parce qu'après, il y a tous les trucs de préfecture, machin, etc. Mais en ouais, tout cas, trouver le lieu, oui. c'était pas difficile. Ce qui était plus difficile, et encore, on a eu de la chance, parce qu'on a eu le maire de Gisors qui nous a énormément, enfin, et l'équipe entière de la municipalité de Gisors, mais on a été très bien accueillis. Mais le plus difficile, c'est convaincre les gens de bosser avec toi en local. Ça a été de convaincre la gendarmerie. Je me souviens que la première année, on avait peur de ne pas réussir à avoir la licence pour vendre de l'alcool.
parce que ça s'était jamais fait dans le château de Gisors avec ces échelles-là d'événements. Ouais. Et la gendarmerie disait, bah non, c'est mort, on va pas vendre de l'alcool à des gens qu'on connaît pas. Donc la licence 3 temporaire de débit de boisson, elle était très très dure à obtenir. Heureusement, le maire connaissait le préfet, ils nous ont aidés, on a fait une grosse table ronde, on leur a expliqué notre process de sécurité, on les a rassurés sur le fait qu'on était capable de le faire et qu'on allait travailler avec la gendarmerie pour contrôler les gens, pour faire de la sensibilisation, pour que les gens ne prennent pas le volant ivre-mort, etc. Et du coup, ça s'est fait. Mais c'était ça le plus dur, c'était de leur expliquer qu'on était pro et que même si on avait fait ça dans un petit jardin, tout, et ben on était capable d'assumer la responsabilité d'un festival à cette échelle. Alors moi, par rapport à toi, j'ai envie de te connaître un peu plus. Comment est née, finalement ta passion pour le métal? Tu me disais que tu as commencé la première édition, c'était tu avais à peu près 19 ans. Donc Ouais. là, je vais pas faire le calcul, je vais faire un petit calcul, ça fait 26 ans, 27 ans. Heu donc bah, tu es encore très, très, très jeune. Comment tout a commencé pour toi avant le festival? Qu'est-ce qui t'a donné, le virus, hein, comme tout le monde l'attrape, bah, c'est un bon virus celui-là. Alors, c'est très classique, Guitar Hero. Voilà. Ah C'est d'accord. je Oui, suis un oui, je suis oui, un oui. gros geek, je suis un énorme geek et donc je suis très, très jeux vidéo de base et ça depuis ma tendre enfance et à un moment vers mes 12 ans, je crois, je découvre Guitar Hero, même pas le 3 hein, comme beaucoup de gens, mais le 4 et il y a Ouais, Crazy Train d'Ozzy Osbourne et je tombe amoureux de cette chanson. Donc je commence à saigner la discographie d'Ozzy Osbourne et l'avantage d'Ozzy Osbourne, c'est que, bah, il a fait des feats avec tout le monde. Donc dès que tu te plonges dans Ozzy, tu arrives très vite vers Motorhead, tu arrives très vite vers Maiden, tu arrives très vite vers Black Label Society, tu arrives très très vite vers des tas et des vers Korn, vers des ouais. tas et des tas de gens. Et donc, quand tu as mis le pied dans Ozzy, tu as mis le pied dans vraiment le cœur du métal, c'est un des fondateurs, donc c'est logique. Et après, je découvre tous les sous-genres et je commence à me prendre de passion pour cette scène. Je rencontre des potes au collège et au lycée qui ont un petit sticker Motorhead ou je ne sais quoi sur leur sac. On commence à discuter musique, on s'envoie des sons et ainsi de suite, quoi. Ouais. Est-ce que, finalement, tu me disais que tu étais geek. Est-ce que c'est un truc que tu aimerais développer dans le festival? Je veux dire, une sorte de salle, je sais pas, hein, c'est une idée que j'ai comme ça, mais est-ce que, ça pourrait arriver ça? En tout cas, c'est une envie. Alors, j'adore l'univers du jeu vidéo. J'ai déjà bossé sur des organisations de tournois de jeux vidéo en Ouais, tant que chargé de production. Donc, c'est vraiment un milieu que j'adore. Est-ce que c'est compatible avec le CAFest? Je ne sais pas, parce qu'on aime bien le côté plein air, grand soleil, mois de juin, juillet, château, bucolique et tout. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une salle dédiée à ça. Par contre, un côté ludique, c'est sûr. Bah, typiquement, cette année, il y a Monster qui rejoint l'aventure, Monster Energy Drink, et ils installent une tente où ils vont avoir je crois que c'est une PS5, où tu peux jouer à Call of Duty en versus et le gagnant gagne des monstres. d'accord, donc il y a quand même un petit côté sympathique de ce côté-là. Voilà, tant que c'est le côté ludique du jeu vidéo, Ouais, genre typiquement des Mario Kart, des Smash Bros, des trucs qui se jouent à plusieurs et tout, et que c'est 5 minutes, 10 minutes dans la journée, mais que les gens profitent du lieu, profitent de l'ambiance et se rencontrent et tout, ça me va. Si c'est un côté un peu sale et à part, moins mon del. Mais par contre, l'univers du jeu vidéo, je le trouve très intéressant, mis à part ça, quoi. C'est juste pas forcément ouais. lié au CAFest là maintenant tout de suite. Mais beaucoup des membres de l'assaut, vu que c'est beaucoup de potes qu'on a recrutés, dans mon cercle d'amis, j'ai deux, on va dire, catégories. Il y a les métalleux et les fans de musique au sens très large, parce qu'on n'écoute pas que ça, bien entendu, mais et les geeks. J'ai beaucoup de potes de mon cercle de lycée, etc., où on est devenus très amis grâce à l'univers du jeu vidéo, etc. Et du coup, eux, ils sont très investis dans la scène du CAFest, alors qu'ils n'écoutent pas ce style de musique. Tu me parlais d'Ozzy Osbourne. Est-ce que tu as des rêves, enfin, en termes de groupe, que tu pourrais inviter? Sans, Euh, sans Sans penser parler forcément d'Ozzy. à Ozzy, parce que ça Ouais, va être Ozzy, ça risque compliqué, d'être surtout à compliqué. son âge, là. Mais Voilà, surtout à son âge. Et en plus de ça, comment dire, c'est pas propice à l'événement dans le sens où l'événement, on le veut très convivial, très bon enfant. Et si tu amènes un artiste comme ça, et ben, il va te bouffer toutes les autres scènes, en fait. C'est pas possible. ouais. Donc, si je devais avoir un rêve, honnêtement, le plus fou qu'on pourrait faire au CAFest, je pense, ça serait un Gojira, par exemple. Parce que éthiquement, j'aime beaucoup. Musicalement, je suis très, très fan. Ils sont très modernes, donc ils correspondent un peu à cette esthétique qu'on a chez nous, une DA, c'est-à-dire une direction artistique de groupe très récent, très moderne, très qualitatif. Et en plus de ça, ils sont français et c'est un peu les numéros un en France. Et ça, on aime bien cette idée de faire vivre la scène française et tout. Donc si je devais mettre toute ma thune dans un groupe, ça serait Gojira, je pense.
Bah, je sais pas, pour conclure, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a justement quelque chose d'important que tu as envie que les gens comprennent par rapport à ce festival, par rapport à ces trois dates, hein, 21, 22 et 23 juin au château d'Isors, comme on disait, très facile d'accès, même de Paris. Est-ce qu'il y a la philosophie, quelle est finalement la philosophie de ce festival? Et ben moi, je pense que le mot-clé, c'est convivialité et camaraderie. C'est deux mots-clés, donc ça compte pas vraiment. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est que c'est un festival qui est né dans mon jardin, avec ma famille, mes meilleurs amis. Et ça a beau être débile dit comme ça, mais je suis quasiment convaincu qu'on a réussi à conserver cet esprit-là, ultra convivial, ultra bon enfant. On fait des tarifs groupes pour que les gens ils puissent venir à 5 ensemble en voiture. Et la Ouais. cinquième place, elle est offerte. On fait tout pour que les gens viennent en groupe et se rencontrent et un moment très convivial et très amical. Les entrées, elles sont gratuites pour les moins de 12 ans. On veut conserver cette ambiance gros barbecue du week-end avec tous ses copains, quoi. C'est un peu ça. Et Voilà, c'est dur à croire en vue de l'affiche et pour les gens qui ne l'ont jamais fait. Mais en tout cas, toutes les personnes qui sont déjà venues me le disent, ils le ressentent de ouf. Cette proximité entre personnes, entre public et artistes, entre staff et artistes, entre staff et public, on essaie de la faire vivre de ouf au sein du festival. Bah écoute, je crois que là, tu as donné vraiment une belle définition du festival. Donc convivialité et surtout voilà, des moments sympathiques qu'on passe avec d'autres en écoutant de la bonne musique et en passant 3 jours superbes. J'espère qu'il fera beau. Bah écoute, je te remercie vraiment pour Merci à l'interview toi. Merci à toi. et à bientôt peut-être. À Bon, on bientôt. se voit peut-être au café, j'espère. Voilà, bah merci. Allez, Allez, salut, merci à toi. à Salut. plus.